Regard croisé sur l'Académie du coaching. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Regard croisé sur l'Académie du coaching. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la coach Estelle Divet qui s'est formée il y a quelques années à l'Académie du coaching et qui va nous partager son parcours au sein de l'école ainsi que son évolution depuis sa certification. Regard croisé sur l'Académie du coaching. Estelle Divet, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à choisir l'Académie du coaching pour te former au métier de coach initialement ? Alors, j'ai choisi l'académie après avoir fait un tour de 3 écoles que je considérais comme suffisamment sérieuses sur le marché. Et ce que j'ai apprécié sur les rencontres que j'ai eues avec l'académie, c'est à la fois le sérieux de la formation, avec un parcours extrêmement précis et détaillé avant même d'y rentrer. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est que c'est une école qui quand même a été fondée par François Souven et François Delivré, qui sont des personnes extrêmement importantes dans la naissance, on va dire, du coaching, en particulier en France. Et donc, il y avait quelque chose de rassurant pour moi. Et puis, le troisième élément, ça va être le fait que c'est une école qui s'attache surtout à l'intelligence de la relation dans le coaching, et donc plutôt à la partie du développement humain du coach, que notre outil principal, c'est nous, et pas l'accumulation d'apprentissage théorique, même si on voit dans la formation différentes théories, mais c'est pas l'objet d'apprendre un jour telle théorie, un jour telle autre théorie, un jour un outil, un jour une procédure, etc. C'est vraiment de travailler sur qui on est, comment on est avec l'autre, en particulier quand il est le coaché ou la coachée. Donc c'est ça le troisième élément qui fait que j'ai choisi de me former à l'académie il y a quelques années. Est-ce que tu pourrais nous partager, Estelle, un élément marquant ou plusieurs éléments marquants que tu retiens de la formation ? Un moment très précis qui me revient en mémoire, dans la formation à l'Académie du coaching, on a beaucoup de mise en pratique où on est tout le temps en train de se coacher. On se coach entre personnes qui sont en train de se former au coaching, donc entre élèves, on va dire, mais on est aussi en situation de coaching de nos profs qui jouent des rôles à ce moment-là. Et donc, je me souviens très bien d'une séance où il se trouve que je coachais Sophie Lemelec, qui jouait le rôle d'une personne dont je n'ai absolument aucun souvenir, peu importe le sujet du coaching. Mais avec le questionnement, alors que j'étais au tout début de la formation, avec le questionnement que j'avais mené, avec la relation, le lien même que j'avais réussi à créer avec la personne qu'elle était en train de jouer, j'ai généré chez elle une émotion extrêmement forte. Et je me souviens très bien avoir été hyper perturbée par ce moment-là, puisqu'il y a quelque chose d'un peu faux. On est en train de jouer quelque chose, et donc j'étais extrêmement surprise par le fait qu'elle ressente une émotion réelle et sincère et pas jouée, alors qu'elle était en train de jouer un rôle. Et c'est vrai que du coup, j'ai beaucoup échangé avec elle après cette séquence pour comprendre est-ce que c'était une émotion réelle, une émotion jouée. C'était bien une émotion réelle. Et je pense que ce moment-là, c'était un moment assez fondateur de ma connexion à ma puissance de coach. Je me suis rendu compte, en fait, de l'impact que je pouvais avoir, de la capacité à me connecter relationnellement, vraiment profondément avec les autres. Et j'ai un souvenir encore hyper puissant de cette séquence-là qui commence à sérieusement dater pourtant. Voilà ce qui me vient quand tu me poses cette question. Et alors, en fait, en quoi, Estelle, ça a changé ton regard sur le métier, peut-être, en cours d'apprentissage à l'époque ? Moi, je suis d'une formation école de commerce, enfin prépa, école de commerce. Donc, je suis, on va dire, d'un parcours très scolaire, français. Donc, on apprend les grands auteurs, les théories, les façons de faire. Et j'étais, je pense, dans un parcours scolaire jusque-là qui était très, très loin du parcours humaniste que j'ai pu trouver à l'Académie du coaching, où justement, donc c'est en lien avec les raisons pour lesquelles j'ai choisi d'ailleurs cette école, où on travaille vraiment l'humain, la relation à soi, la relation à l'autre. Et je pense que c'était du coup un moment assez important où je me suis bien rendu compte que l'essentiel, c'était pas d'apprendre des théories, de se former, d'être expert, d'être certifié, ceci, cela, sur différentes théories du développement humain, on va dire, mais que c'était vraiment le sujet de la relation à l'autre qui était clé. Et après, chacun va créer sa marguerite de compétences et d'expertise selon ses propres appétences. Mais vraiment, le cœur, pour moi, c'est ça, c'est cette intelligence de la relation. Qu'est-ce qui a évolué dans ta manière d'être ou d'accompagner après cette formation ? Est-ce que tu arrives à identifier des changements notables ? Moi, j'avais, avant d'enclencher cette formation et donc de me reconvertir dans le métier du coaching,
J'avais un parcours de manager, senior manager, directrice, jusqu'à un poste de directrice associée d'une agence de groupe Publicis. Et donc, j'avais un parcours managérial. Donc, la façon que j'avais d'accompagner les gens, c'était plus ma posture de manager, qui était pas forcément du tout dans une posture coach. Comme aujourd'hui, on fait pas mal de formations en tant que manager pour avoir cette posture coach. C'était pas encore tout à fait à la mode à l'époque. Je pense le switch principal que j'ai réussi à opérer à ce moment-là, c'est de passer de cette posture managériale, qui est une posture très. Par ailleurs, en plus, je travaillais dans le métier du conseil, donc qui est une posture plutôt haute, qui donne des conseils plutôt qui questionne ou qui l'écoute, à cette posture justement coach, qui est beaucoup plus dans le questionnement, dans la compréhension de l'autre, dans l'assistance, oui, dans l'aide à chercher ses propres solutions. Donc c'est vraiment un changement de posture. C'est 18 mois de formation qui m'ont aidé, et c'est un travail du quotidien toujours, mais c'est 18 mois de formation qui m'ont vraiment aidé à passer d'une posture haute du manager, en plus consultante, à cette posture basse, en tout cas sur le contenu, quand on est coach. Et donc, ouais, une façon d'être extrêmement différente, même si j'ai embarqué évidemment pas mal de mes talents de manager dans mon métier d'aujourd'hui. Alors Estelle, est-ce que tu peux nous partager un cas concret où les enseignements de l'Académie du coaching ont transformé ta pratique? Alors peut-être en mobilisant des outils ou des concepts qui t'ont particulièrement marqué? Il y a un outil, il y en a beaucoup, hein, vu tous les outils et tous les concepts qu'on présente à la certification, donc il y en a énormément. Alors, en fait, il y en a deux qui me viennent. Il y en a un qui est extrêmement présent dans mes coachings. J'ai beaucoup de coachings qui tournent autour du sujet de l'estime de soi, de la confiance en soi et de l'image qu'on peut avoir. Et c'est un concept qui est beaucoup travaillé dans la formation de l'académie. C'est un concept que j'ai enrichi de lecture après la formation, en particulier le livre de Christophe André. Donc très souvent, moi, je reviens à ce que j'ai appris à l'académie quand j'accompagne des personnes pour bien reclarifier les choses. C'est quoi l'estime, c'est quoi la confiance, c'est quoi l'amour de soi, l'image de soi, et de bien clarifier sur quoi on va travailler dans le coaching, sur quoi on n'ira pas travailler, comme par exemple l'amour de soi. Donc ça, c'est un concept qui est encore très présent dans ma pratique du coaching aujourd'hui, que je complète d'autres théories, d'autres outils. Et il y a un autre concept hyper important qui est la question des méconnaissances et de la levée des méconnaissances, qui a été simplifié en 4 étapes par François Delivray, justement, qui était extrêmement complexe avant, dans un système hyper complexe à appliquer au quotidien. Et en fait, je me souviens très bien du moment où on a travaillé ce concept-là, puisque moi, j'ai traversé un burn-out il y a plusieurs années maintenant, il y a plus de 10 ans. Et j'ai compris au moment de l'explication de ce concept pourquoi j'avais eu tant de mal à me rendre compte que ça allait pas, pourquoi j'ai eu tant de mal à mettre en application la première des solutions qui consiste à se reposer et à arrêter de travailler. Et donc, ce concept de la levée de mes connaissances, c'est un sujet que j'utilise, enfin, c'est un concept que j'utilise vraiment extrêmement souvent, en coaching ou aussi dans des programmes de formation de leadership, parce que je fais aussi de la formation en management et leadership, j'accompagne très souvent des gens qui ont hyper envie de donner des solutions aux autres, hyper envie que les autres se mettent en action, mais qui n'ont pas forcément conscience que la personne est arrivée à cet étage-là, en fait, et que la personne n'est pas forcément déjà capable d'être dans la solution et dans la mise en action, puisque la plupart du temps, on n'est pas encore connecté à notre propre souffrance ou au fait que cette souffrance soit un réel problème. Donc, les deux gros concepts qui me reviennent, c'est vraiment tout le travail sur l'estime de soi, et puis c'est les méconnaissances et comment on fait pour travailler la levée des méconnaissances. En tant que coach, comment tu perçois aujourd'hui les exigences du métier? J'aime bien cette question parce que je suis régulièrement contactée sur LinkedIn, où je suis hyper active, par des gens qui veulent enclencher une formation en coaching, ou en tout cas qui sont dans cette phase de réflexion. Et il y a vraiment un point sur lequel j'invite ces personnes à réfléchir avant de se lancer, qui est la dynamique entrepreneuriale. On est beaucoup à vouloir faire ce métier de coach pour l'envie d'accompagner des hommes et des femmes au travail. Un certain nombre n'ont pas du tout pris la mesure de la dynamique entrepreneuriale. C'est un métier qui est essentiellement fait par des indépendants. Il y a extrêmement peu de salariés dans ce métier-là. Et si on n'a pas une forte appétence à l'entrepreneuriat, faut pas y aller. Moi, c'est pas une question que je m'étais beaucoup posée avant de me lancer dans cette reconversion. Heureusement, c'est une dynamique que j'ai beaucoup. J'aime beaucoup la dynamique entrepreneuriale, travailler sur la communication, le marketing, prospecter, commercialiser des nouvelles offres, etc. Mais si on n'a pas cette envie-là, les compétences, elles peuvent se développer, mais si on n'a pas cette envie-là, faut pas aller faire ce métier-là. Et je pense que beaucoup de formations sur le marché ont pas forcément bien alerté les gens qui démarraient la formation sur cette partie-là du métier.
Et malheureusement, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont coachs certifiés ou pas et qui ne vivent pas de ce métier parce qu'ils n'ont pas cette compétence entrepreneuriale. Quels sont les défis que tu as rencontrés depuis la fin de ta formation et ta certification et comment tu les as surmontés? Je vois 2 défis. Un premier défi qui est à la fois de réussir à signer des contrats de partenariat avec des cabinets de coaching connus sur le marché qui permettent, de développer son activité. Et quand on démarre, c'est pas du tout évident de signer ces partenariats. Et en même temps, progressivement, d'être de moins en moins dépendant de ces partenariats pour développer sa propre activité en indépendante et donc en direct avec les professionnels ou les entreprises. Donc ça, c'est le premier challenge que j'ai rencontré et je suis dans la phase plutôt d'essayer de développer de plus en plus l'activité indépendante. Et le deuxième challenge, je souris parce que je sais que plein de gens vont avoir des bouffées d'angoisse en entendant le mot que je vais exprimer juste après, c'est le fameux Calliope. Et Calliope, donc ça n'a aucun rapport avec le coaching, mais on est beaucoup de coachs à faire autre chose que du coaching, en particulier de la formation. Moi, je fais des bilans de compétences et de la formation. Donc, je suis certifiée Calliope en tant que centre bilan de compétences et en tant qu'organisme de formation. Et c'était quand même une petite épreuve administrative. Donc, il y a des gens qui sont très à l'aise dans cette épreuve-là, d'autres moins. Moi, clairement, je n'y vois pas beaucoup de plaisir dans cette partie-là. Néanmoins, c'est un effort que j'ai fait parce que je sais que beaucoup de particuliers peuvent accéder du coup à des bilans de compétences grâce à leur financement CPF. Et donc, c'est un moyen pour moi de démocratiser une partie de mon offre. Et puis, côté entreprise, le fait aussi d'être certifié Calliope, c'était le moyen pour des entreprises d'accéder à des programmes, à la création de programmes leadership que je peux faire pour eux, justement avec un financement par les OPCO en fonction des secteurs d'activité. Donc, challenge vraiment administratif pour moi, c'est clairement pas ma zone de plaisir dans la vie en général, mais que j'ai décidé de relever parce que je sais que ça permet aux particuliers et aux entreprises d'accéder à une partie de mon offre plus facilement. Voilà, c'est ça les 2 gros challenges qui me viennent. Donc, à la fois réussir à collaborer en sous-traitant et puis s'en détacher progressivement. Et puis ce challenge Calliope qui est un challenge qu'on renouvelle tous les ans tout de même, hein. C'est pas une seule fois quand on démarre. Donc c'est du récurrent. Voilà. Et alors, comment ton positionnement professionnel a évolué depuis ta sortie de l'académie? Est-ce que tu as pu voir un ajustement, dans ta posture peut-être et puis également dans l'offre que tu proposes à tes clients et clientes? Dans la posture, il y a une partie de moi que j'ose assumer plus qu'au début, probablement parce que j'en ai plus conscience aussi, qui est la partie énergie. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et je sais en transmettre à mes coachés. Et c'était pas forcément quelque chose que je communiquais au début dans ma façon de me présenter, où effectivement je parlais quand même de la puissance alliée à la douceur, puisque le coaching, il y a des moments où il faut savoir un petit peu s'arrêter, respirer, et puis d'autres moments où on est plus dans l'action. Donc j'ai cette double posture, douceur et puissance, et je me rends compte quand même au fur et à mesure des feedbacks que je peux avoir de tous mes coachés, que cette dimension d'énergie partagée ressort énormément en fait de ce que les gens peuvent dire de moi. Donc j'assume de plus en plus cette énergie et je pense que le terme assumer est important parce que je sais que c'est aussi quelque chose qui peut m'empêcher de signer certains contrats. Il y a des univers où cette énergie est pas forcément complètement alignée avec la culture locale, on va dire. Donc voilà, je pense que peut-être les premières années, j'ai un peu lissé cette partie-là de moi-même et je me rends compte que on est bon là où on est bon. Donc si ce qui fait de moi une bonne coach, c'est aussi mon énergie, aujourd'hui, j'assume vraiment cette partie-là quand je me présente dans des entretiens avec des entreprises ou des professionnels dirigeants que je peux accompagner. Donc ça, c'est l'évolution, je dirais, sur la partie plutôt posture et après sur la partie service que je peux proposer. Donc, dès le départ, moi, j'ai proposé à la fois du coaching individuel ou collectif, des bilans de compétences et de la formation. Un peu plus d'1 an maintenant, je me suis rendu compte, c'est un peu drôle de dire ça, je me suis rendu compte que j'avais fait une carrière au féminin. Mais c'est-à-dire quand on est dedans, on regarde pas forcément de l'extérieur. Donc j'ai eu une carrière au féminin, j'ai progressé, hein, j'ai été
J'ai d'abord encadré une stagiaire, et puis j'ai encadré 2 personnes, et puis j'ai été manager, puis senior manager, puis directrice associée avec des rôles de direction dans une agence digitale. Et donc cette carrière, je l'ai eue en étant femme, mère de 2 enfants qui sont des grands ados maintenant. J'ai eu la chance dans ma carrière de croiser des personnes qui m'ont fait confiance, pour qui être une femme n'était pas du tout un handicap, d'avoir des rôles modèles hyper inspirants, en particulier chez Publicis où j'avais un alignement, j'avais ma directrice qui était une femme, la présidente qui était une femme, la présidente de Publicis France qui est une femme. Bon, j'avais aussi beaucoup de rôles modèles à la fin de ma carrière. Et puis j'ai croisé beaucoup d'hommes aussi qui m'ont soutenue dans cette carrière précédente. Et à un moment, je me suis dit, bah, il y a quand même beaucoup d'études qui sortent sur les femmes au travail tous les ans, enfin, ou même sur les femmes en général, et les chiffres changent quand même à peine derrière la virgule. Donc, qu'est-ce que je peux faire moi? Donc, dans l'offre de service aujourd'hui que j'ai développée, j'ai un programme spécifique autour de Tafoga qui est vraiment dédié aux femmes, qui est un programme pour aider les femmes managers, donc des femmes qui sont aujourd'hui managers, à devenir les leaders de demain, avec 2 piliers justement, qui est un pilier sur renforcer ses compétences managériales et un autre qui est plus dans la dynamique du développement personnel, travailler sur l'estime, sur le réseau, sur l'affirmation, la prise de parole, etc. Donc mon parcours de coach m'a amené quand même à me reconnecter à mon histoire personnelle, à aussi ce que j'entends dans beaucoup de coaching de femmes que je peux avoir, et à créer ce service, ce produit nouveau depuis 1 an maintenant. Quels sont les résultats dont tu es la plus fière en tant que coach depuis ta sortie de l'école de l'Académie du coaching? Alors, plusieurs niveaux de fierté. Il y a d'abord une fierté qui est liée au feedback que je peux avoir des personnes que je coach. Quand en cours de parcours ou enfin dans cette fameuse séance de bilan à la fin ou même dans le tripartite de fin, la personne verbalise vraiment à quel point on a pu l'aider sur son chemin de vie professionnel, verbalise les étapes qu'elle a franchies tout en ayant conscience du chemin qui continue derrière. Pour moi, je me dis que j'ai vraiment eu un impact sur un parcours, sur une personne, sur une carrière. Enfin, c'est la raison clairement pour laquelle je fais ce métier-là. Donc, j'ai dans ma carrière avant beaucoup travaillé sur la performance, en l'occurrence performance digitale des entreprises. C'est quelque chose qui reste très important pour moi. Donc, fixer des objectifs clairs au départ, des indicateurs extrêmement précis et s'assurer qu'on y arrive à la fin, voire parfois plus tôt. Voilà, c'est voir mon impact vraiment sur les personnes que j'accompagne. C'est clairement la chose dont je suis la plus fière à chaque fois. Voir le taux de satisfaction des gens dans mes programmes, dans les ateliers que j'anime, les webinaires, les formations sur plusieurs jours, etc. Ça, c'est ma plus grosse fierté. C'est le feedback positif des personnes que j'accompagne qui me permettent de me dire chaque jour, bah, je suis au bon endroit. Il n'y a pas de doute, je suis à l'endroit utile pour les autres. Et puis, si on revient plutôt sur moi, donc moins centré sur les autres et plus égocentré, on va dire, je pense que ma plus grande fierté, c'est de vivre de ce métier aujourd'hui parce qu'on est très peu à pouvoir vivre de ce métier. Et aujourd'hui, je fais un chiffre d'affaires qui est très conséquent. Je vis bien de ce métier. Je suis pas très loin de mes revenus précédents qui étaient de très bons revenus. Donc ça, c'est une réelle fierté. Et en échangeant avec des personnes plus anciennes du secteur, je me rends compte que je suis arrivée à un niveau qui est pas très commun. C'était une angoisse pour moi, cette reconversion d'un point de vue financier. Et donc avoir réussi à me libérer de cette angoisse pour me concentrer vraiment sur faire ce métier, évidemment continuer à développer parce que c'est un métier qui n'offre aucune sécurité sur le long terme. Voilà, ma fierté, c'est ça. C'est j'arrive à vivre de ce métier et ce que je fais est réellement utile pour les autres. Quels sont tes projets actuels et éventuellement à venir en lien avec le coaching que tu aimerais peut-être partager avec les auditrices, les auditeurs? Très bonne question qui me permet de mentionner un point que je n'ai pas mentionné pour l'instant. Comme tout bon coach, j'ai adhéré à une fédération de coachs et donc moi, j'ai adhéré à l'EMCC. Et depuis 1 an et demi maintenant, j'appartiens au groupe digital et IA de l'EMCC France. Et au sein de ce groupe, on travaille justement sur l'impact du digital et de l'intelligence artificielle sur le métier de coach. Et donc, je travaille raisonnablement sur ce sujet, qui est pour moi le prochain tsunami de notre métier.
avec des coachs IA qui existent de plus en plus sur le marché, avec des gens qui s'auto-coachent sur des chats GPT. Donc, on n'a pas vraiment le choix que de se renseigner vraiment sur ce qui se passe, sur ce que font les grands acteurs historiques du coaching digital qui vont vers l'IA, et de se poser soi-même la question de l'usage de l'IA dans sa pratique de coach. Donc, il y a beaucoup d'échanges dans ce groupe. On a fait un questionnaire là en février, justement. Il y a plus de 300 coachs qui ont répondu justement sur leur usage de l'IA dans leur métier de coach. Et donc, on partagera bientôt les résultats de tout ça. Sur l'évolution du coaching, pour moi, c'est vraiment ça le sujet majeur aujourd'hui. C'est quel est le digital. On l'a déjà vu, on est tous passés sur du distanciel. On va dire que ça, c'est en train de se stabiliser. Mais en tout cas, l'IA, c'est en pleine ébullition et il y a beaucoup, beaucoup à apprendre. Il y a évidemment pas mal de problématiques déontologiques ou éthiques autour de ce sujet-là, confidentialité des données, déshumanisation de la relation, etc. Mais c'est ça, pour moi, le sujet sur lequel les coachs doivent se pencher aujourd'hui pour réfléchir à leur métier demain, c'est définitivement le sujet de l'IA. Donc, si je comprends bien, Estelle, c'est plutôt dans le cadre d'une contribution au métier à travers le FCC et cette commission que tu te projettes, pour l'instant en tout cas. Au-delà de mon bébé Tafoga autour du programme des femmes, pour les femmes managers, c'est mon sujet du moment. Il est très probable que d'ici quelques mois, ça devienne un produit dans mes offres. Aujourd'hui, ça n'en est pas. Je teste plusieurs choses. Il n'est pas impossible qu'un jour, je propose un produit qui soit très propulsé par l'IA. Mais c'est pas le cas tout de suite sur ma table. Alors Estelle, si tu devais donner un conseil à un futur ou une future élève de l'Académie du coaching, lequel serait-il ou lesquels seraient-ils? Lesquels seraient-ils? Je pense que j'en ai plein qui me viennent. Alors, je vais pas redétailler, mais prépare-toi à avoir une vie d'entrepreneur. On en a parlé tout à l'heure, donc je détaille pas plus. Prépare-toi à vivre une formation qui n'a rien d'une formation. C'est vraiment un chemin vers soi, accompagné du travail thérapeutique en parallèle de la formation. C'est vraiment une étape de vie très bousculante. Donc, si on n'est pas prêt à être bousculé, il faut pas démarrer ce type de formation. C'est vraiment un changement dans une vie. C'est pas qu'une reconversion professionnelle. On est dans une reconversion personnelle. Donc, il faut se préparer à être bousculé. Et puis, sur une note peut-être plus positive, je dirais se préparer à faire de très belles rencontres. Le moment de la formation au coaching, c'est un moment où chacun, progressivement, pas la première séance, mais progressivement, se parle avec authenticité et donc se crée des relations très intimes entre les différentes personnes de la formation, y compris avec les formateurs ou formatrices. Et c'est des moments extrêmement rares dans la vie, de pouvoir montrer parfois sa vulnérabilité, de pouvoir montrer sa force aussi, dans un espace extrêmement sécurisé. Et forcément, se créent des liens très puissants derrière, avec des connexions humaines profondes. Donc, faut aussi se préparer à ça, et ça, c'est quand même super joli dans la vie. Alors Estelle, je te propose une question un tout petit peu décalée pour conclure l'entretien. Si tu pouvais coacher une figure historique ou un personnage fictif, vivant ou ayant vécu, qui choisirais-tu et pourquoi? Alors, sans aucun doute, Mafalda. Mafalda, c'est mon héroïne de bande dessinée préférée. Alors, je sais pas s'il y a vraiment besoin de coaching, mais c'est pas grave. J'aimerais beaucoup travailler avec Mafalda, donc personnage fictif. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est une petite fille qui a plutôt des remarques d'adulte, qui peut être parfois un peu insolente. Probablement que son manager lui demanderait d'être moins insolente, ce serait peut-être un sujet du coaching. Mais j'aime beaucoup chez Mafalda son regard sur le monde, décalé, impertinent et en même temps très, très pertinent. Son envie de faire avancer les choses, son souci des autres aussi. C'est une personne qui est très soucieuse de ses camarades. Donc voilà, c'est une personne que j'adore, qui n'existe pas en réel, mais c'est un personnage fictif que j'adore, qui est probablement une projection de moi-même. Donc j'adorerais coacher Mafalda et j'imagine effectivement, j'ai dit au début, il n'y a pas de raison de la coacher, mais j'imagine que c'est quelqu'un qu'on envoie en coaching
enfin en tout cas à qui on propose un accompagnement au coaching, probablement sur une forme d'insolence liée à une spontanéité dans son partage de ce qu'elle voit du monde. Donc c'est une BD argentine à la base, hein, une BD argentine Ouais, de c'est Kino, je crois, Kino. il s'appelle. Ouais. Exactement. Et ben ça pourrait donner des séances très sympathiques, j'imagine, Ouais. et sans doute très drôles. Merci en tout cas Estelle, d'avoir, accepté ce partage. J'espère que ton parcours éclairera, celles et ceux qui envisagent une formation à l'académie du coaching et puis donnera des pistes de réflexion aux autres. Merci beaucoup en tout cas et puis à bientôt. Merci David. À bientôt. Regard croisé sur l'Académie du coaching. Merci pour votre écoute. Pour plus d'informations sur l'Académie du coaching, consultez le site www.academy-coaching.fr. Vous pouvez liker, commenter ou repartager cet épisode. À bientôt pour un nouvel épisode. Regard croisé sur l'Académie du coaching.